Je suis installée à la table de la cuisine, un jeudi après-midi quelconque. J'ai 41 ans, le soleil est rentré de l'université pour les vacances de printemps. D'habitude, il débarque en trombe, vide le frigo, raconte les drames idiots du campus. Aujourd'hui, il est étrangement silencieux. Il répond par des grognements monosyllabiques, fixe son téléphone comme une bouée de sauvetage. J'attends que sa sœur sorte et que la maison retrouve le calme. Je lance ma routine de mère. Je mets la bouilloire en route, je moule le café, j'essaie d'ouvrir l'un de nos habituels échanges. Je lui demande comment se passent les cours. Bien. Comment est la résidence? Bien. J'enchaîne, naturellement. Les relations, les rencontres, il se fige une fraction de seconde comme si j'avais touché un air à vif. Il évite mon regard. Ça va, maman. Le ton est sec. Je pousse un peu parce que je ne suis pas naïve et que je connais ce garçon depuis toujours. Je lui dis que je suis simplement curieuse de savoir qui il fréquente. Il pose sa tasse lentement, comme s'il se préparait à un choc, puis me regarde droit dans les yeux. « Maman, est-ce que je peux te dire quelque chose? Franchement, mon estomac se noue. Cette sensation glacée juste avant une mauvaise nouvelle. » Je hoche la tête. Il inspire profondément comme avant un saut dans le vide. Les femmes que je fréquente, la fille que je vois en ce moment, elles ne te ressemblent pas du tout. Je ris nerveusement. Que faire d'autre quand son enfant dit ça? Évidemment qu'elle ne me ressemble pas. C'est pas ce que je veux dire. Il parle avec cette voix prudente qu'il a depuis le collège, celle qui évite d'amorcer une explosion. J'évite volontairement les femmes qui me rappellent « toi, maman ». J'entends mon pouls battre dans mes oreilles. Je repose ma tasse trop fort. Elle claque, un peu de café déborde. Pardon? Qu'est-ce que ça signifie? Il ne hausse pas la voix. Il a l'air fatigué. Ça veut dire exactement ce que j'ai dit. Je ne cherche pas à sortir avec des militantes. Je ne veux pas de relation où tout est filtré par cette grille que tu utilises. Mon cœur s'emballe. Tu parles de femmes avec des principes, de femmes qui se soucient réellement de l'égalité? Il soupire, ce soupir que je connais depuis son adolescence. Tu vois, tu prends ce que je dis et tu le transformes immédiatement en version accusatrice. Ma mâchoire se crispe. J'ai consacré toute ma vie adulte à l'engagement. Un engagement concret, local, ingrat. Pendant qu'il allait aux activités périscolaires, j'étais en réunion. Quand il a grandi, je l'ai emmené avec moi. Il distribuait des tracts avant d'avoir 10 ans. Nous avons marché sous la pluie, tenu des pancartes au centre-ville de Portland, les pieds en feu. J'ai écrit des tribunes, assisté à des conseils municipaux, parlé d'écart de salaire, de harcèlement, de politique publique. J'ai animé des ateliers communautaires sur le consentement, le pouvoir, les limites. J'ai fait de notre maison un refuge, un lieu de discussion sérieuse, un endroit où l'on ne laissait rien passer, surtout pas dans la famille, parce que c'est là que tout commence. J'ai élevé mon fils pour qu'il soit conscient, pour qu'il fasse mieux, pour qu'il comprenne sa place dans les systèmes et refuse de se reposer sur ses privilèges. Et maintenant, il est assis en face de moi et me dit qu'il fuit des femmes comme moi. Ma voix tremble. Tu t'entends? Tu dis à ta propre mère que les femmes engagées pour la justice sont quoi? Défaillantes? Il ferme les yeux un instant, comme pour rassembler sa patience. Je savais que tu ferais ça. Faire quoi? Transformer ce que je te dis en débat politique au lieu d'écouter. Mon visage chauffe. Alors dis-le autrement. Il se cale contre le dossier de la chaise. Je le regarde vraiment. Ses épaules larges, sa taille. Il ressemble de plus en plus à son père. Son père, que j'ai quitté quand il avait 8 ans, un homme incapable d'accepter la contradiction, qui voulait une épouse docile. Mon fils fixe le plafond. Tu te souviens quand j'étais en 6e et que je suis rentrée excitée parce que j'avais intégré l'équipe de foot, vaguement? Je t'ai dit que j'avais marqué 2 buts aux sélections. Et tu as passé 20 minutes à m'expliquer que le sport collectif renforce la hiérarchie et la masculinité agressive. Mon esprit tente de réécrire ce souvenir. Je voulais t'apprendre à réfléchir. Il me regarde comme si je confirmais exactement son propos. J'avais 11 ans. Je voulais juste que ma mère soit fière. Je l'étais. Je voulais le sentir. Je réplique trop vite, trop sèchement. Je voulais que tu comprennes le contexte. Il y avait toujours un contexte.
Il reste calme, ce qui m'exaspère. Les jeux vidéo, c'était le contexte de la violence. Mes émotions, le contexte des schémas toxiques. Quand j'ai aimé une fille en 4e, tu m'as fait un cours sur le regard masculin avant de demander son prénom. Je me braque. Je t'enseignais. Je voulais que tu sois différent. Tu étais épuisante, maman. Le mot me frappe physiquement. J'ai l'impression de manquer d'air. Chaque échange devenait un séminaire. Je voulais qu'il sache ce que d'autres parents n'enseignaient jamais. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois un homme ignorant qui écrase les autres. Il hoche la tête, reconnaissant. Je sais. Mais j'ai aussi appris qu'être avec toi signifiait être évalué en permanence, mesuré, jamais suffisant, c'est pas vrai. Les mots sortent trop vite. Tu te souviens de la classe de 3e quand je disais que j'étais toujours fatiguée? Les adolescents sont toujours épuisés. Tu m'as dit que je ressentais le poids de mes privilèges et que je devais accepter l'inconfort. Je reste muette. J'avais une pneumonie ambulante, j'étais malade. Le coup est violent. Comment aurais-je pu le savoir? Tu aurais pu me demander mes symptômes au lieu d'en faire une leçon. Je me sens acculée. Je devrais m'excuser de t'avoir élevé avec de la conscience? Il incline la tête. Tu n'entends aucune critique sans y voir une attaque contre ta vision du monde. Il a tort. Je sais écouter. J'ai géré des conflits, animé des cercles de réparation, médié des tensions entre collectifs. J'écoute là, non? Il esquisse un sourire triste. Tu attends surtout ton tour pour expliquer pourquoi j'ai tort. Le silence s'installe, danse. Dehors, des voisins rient. J'étais proche d'eux avant d'interpeller la femme sur son costume de Pocahontas à Halloween. Elle ne m'a jamais répondu ensuite. J'avais raison. Être juste compte. Je me racle la gorge. Parle-moi de la fille que tu vois. Il ne bouge pas. Pourquoi? Parce que je suis ta mère. Il réfléchit longuement. Elle s'appelle Madison. Madison, qu'étudie-t-elle? L'enseignement primaire. C'est bien. Elle est gentille. Elle rit souvent. Elle ne dissèque pas chacune de mes phrases. La pique fait mal. Elle a l'air adorable. Je ne peux pas m'en empêcher. Et ses opinions sur le monde, sur les questions féminines, il me regarde exactement comme il l'avait décrit. Elle y pense comme quelqu'un de normal. C'est à dire, elle a des opinions, mais ça ne domine pas tout. Je me raidis. Donc, elle est apolitique. Non. Elle s'intéresse aux choses sans transformer le fait de s'en soucier en arme. Le mot me gifle. Je n'ai jamais utilisé quoi que ce soit comme une arme. Tu te bats, maman. Tout est un combat, le changement exige ça, il me fixe. Vraiment? Il enchaîne les exemples. Quand il a évoqué une école de commerce, je lui ai envoyé une pile d'articles sur le capitalisme. Il réfléchissait simplement à voix haute. Il n'avait rien décidé. Je les ai survolés, parce que je savais que tu allais m'interroger. Tu as appris quelque chose. Il cesse de rire. J'ai appris à te gérer. Ça me blesse profondément. Je te gère depuis mes 15 ans. Choisir mes mots, cacher certaines choses, je refuse d'y croire. Nous étions proches, nous parlions de tout. Tu as créé un espace où je pouvais soit être d'accord, soit me préparer à un débat. Ma tasse tremble dans ma main. Quand ai-je puni pour avoir été en désaccord? Tu n'as jamais puni? Tu as enseigné jusqu'à ce que l'autre abandonne? Je cherche un exemple pour me défendre. Rien ne s'accroche. J'échange, je dialogue. Tu fais la leçon. Mon cœur se serre. Je change de sujet. Madison ne te contredit jamais? Il sourit sincèrement pour la première fois. Elle me contredit quand ça compte. Elle ne me traite pas comme une incarnation du patriarcat. Elle me voit comme moi. Je ne peux pas laisser passer. Toi aussi, tu es façonné par ces systèmes. Son sourire s'éteint. Voilà. Tu n'arrives pas à voir les individus. Je te vois comme un individu. Tu essaies de me déconstruire depuis que je parle. La panique monte. J'ai voulu t'élever avec conscience. Tu m'as appris à douter de chaque impulsion normale, à m'excuser d'être un homme. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Il évoque mes récits, mes amis, nos discussions sur les hommes. Je partageais mon vécu. Lui a appris que les hommes étaient le problème. Mes yeux brûlent. Tu n'es pas le problème. J'ai appris à jouer un rôle. Jouer? Oui. Signaler ma conscience comme un réflexe de survie. Je murmure que je suis sa mère. Il m'aime. Il dit que vivre avec moi a toujours ressemblé à un champ de mine. Je pleure. Je voulais qu'il soit meilleur que les hommes qui m'ont blessée. Il hoche la tête. C'est lourd à porter pour un enfant. Je voulais qu'il soit bon. Je le suis. Malgré tout ça, je rétorque qu'il l'est grâce à cette éducation.
Je le suis grâce à la gentillesse de papa. L'amertume m'échappe. Ton père ne supportait pas l'égalité. Il se crispe. Mon père que tu as rendu malheureux jusqu'à son départ. Je nie. Il se souvient. Il se rappelle les corrections constantes, le silence progressif de son père. Il était fatigué, comme moi. Le sol se dérobe. Tu me rends responsable de son départ. Je comprends son départ. Je propose d'arrêter. Il acquiesce. Il dit qu'il ne voulait pas me faire mal. Il explique pourquoi il fréquente des femmes différentes de moi. Elles sont paisibles. Je vacille. Je n'ai jamais été conflictuelle. Je me souviens pourtant. Les réunions scolaires, les rendez-vous, les fêtes gâchées au nom de l'éducation. Je disais toujours que le confort importait moins que la conscience. Il s'arrête là, me regarde. Et je commence à voir la trajectoire. L'insistance constante. Rien n'était jamais juste. Un moment. J'ai essayé de faire ce qu'il fallait. Je sais. Alors pourquoi ai-je l'impression que tu me détestes ? Je ne te déteste pas. Je suis honnête. Cette honnêteté me déchire. Pourquoi maintenant ? Il baisse les yeux. Je pense demander Madison en mariage. La pièce tangue. Tu es trop jeune, je l'aime, je suis heureux. Tu ignores qui tu es à cet âge. Je sais que je veux une vie différente de la tienne. Je regarde ma cuisine, couverte d'affiches, de slogans, de livres, des photos de moi en manifestation. Peu de nous deux. Quel genre de vie ai-je ? Une vie juste. Et ça suffit. Je n'ai pas de réponse immédiate. Je pense à mes journées. Les réunions interminables, les appels de coordination, les disputes en ligne avec des inconnus sur des principes, les mails aux élus, les fiches de discussion où j'explique encore et encore, les moments pédagogiques à l'épicerie, à la salle de sport, dans la file du café, toujours en alerte, toujours vigilante, toujours prête, toujours convaincue d'avoir raison, mais heureuse. J'ai peu d'amis, beaucoup moins qu'avant. La plupart ont disparu après les mêmes schémas, ruptures politiques, désaccords moraux, reproches sur leur manque d'engagement, sur leurs partenaires qui disaient des choses déplacées sans que ce soit un drame. Le dernier homme avec qui j'ai eu une relation sérieuse est parti il y a 2 ans. Il m'a dit que j'étais épuisante, que vivre avec moi ressemblait à un examen quotidien où il obtenait toujours une mauvaise note. Je me suis dit qu'il était fragile, incapable d'assumer une femme forte. Assise ici, face à mon fils qui me regarde comme on observe un fil électrique à nu, je reconnais un motif, pas un hasard. J'ai un travail qui a du sens, dis-je enfin, comme on plante un drapeau, il ne scille pas. C'est pas ce que je t'ai demandé, l'agacement monte, le sens est plus important que le bonheur. Il incline la tête, vraiment, oui, il le faut. Parce que si ce n'est pas vrai, alors qu'ai-je fait de toutes ces années ? Tu as vraiment changé les choses ? Demande-t-il doucement. Oui. À quel prix ? Ma bouche s'ouvre, puis se referme. Je n'ai rien à répondre. Il change de registre, presque brutalement. La mère de Madison lui envoie des colis. Je fronce les sourcils, des biscuits, des petits mots. Elle lui demande comment elle va, sans l'interroger. Mon ventre se serre. Elle est venue sur le campus le mois dernier, elles ont passé la journée ensemble. Manucure, déjeuner, discussion légère, ils baissent les yeux. Je les ai regardés et j'ai compris que je n'ai jamais eu ça avec toi. La nausée me submerge. Je voulais t'offrir quelque chose de plus solide que des biscuits. Même à mes oreilles, ça sonne défensif. Je voulais la solidité et les biscuits, maman. Je voulais une mère qui me voit comme son fils, pas comme son projet politique. Le mot me heurte. Projet politique. Je repense à ma grossesse, à mon excitation. Pas seulement à l'idée d'avoir un enfant, mais à celle d'élever un garçon différent. Les livres sur la table de nuit. Briser les cycles. Élever des garçons féministes. Parentalité consciente. J'ai brisé des cycles. Ma propre mère ne parlait de rien. Elle acceptait le monde tel quel. Je m'étais jurée d'être présente, engagée, éducative. Mais j'ai dépassé la limite. J'ai perdu la personne dans la politique, le fils dans le discours. Je ne sais pas comment être différente, dis-je. C'est la chose la plus honnête que j'ai dite aujourd'hui. Je ne te demande pas de changer, dit-il doucement. Je t'explique pourquoi j'ai besoin de quelqu'un qui est différent. Ça devrait sembler raisonnable. À la place, c'est un rejet total. Tout ce que je suis, tout ce en quoi je crois, il le fuit.
Il va vers une fille qui ne connaît sans doute même pas l'expression oppression systémique, qui croit que l'égalité, c'est être gentille. La colère défensive remonte, puis je regarde son visage. Vraiment, quand a-t-il appris à me regarder comme un problème à gérer? Est-ce qu'elle te rend heureux? Je ne veux pas la réponse. Oui, maman. Alors quelque chose m'échappe, ça fait quoi? Il réfléchit, c'est léger. Je peux exister sans me défendre. On rit de choses idiotes, on regarde des films nuls, on se raconte nos journées. Personne n'essaie d'enseigner quoi que ce soit. Mon premier réflexe est le mépris. Puis, un autre mot s'impose. Paisible. Je n'ai aucune idée de la dernière fois où je me suis sentie paisible. Je suis fatiguée, dis-je. Il hoche la tête. Je sais. Non. Fatiguée de porter tout ça. La conscience, la colère, la rectitude morale, c'est épuisant. Il me prend la main, pose là un moment, je ne sais pas si je peux. C'est moi. Il serre mes doigts. Tu es aussi ma mère. La question me frappe. Est-ce que je l'ai été? Tu as été la mère que tu pensais devoir être. Pas toujours celle dont j'avais besoin. Je le regarde, incapable de parler. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu n'as rien à réparer. Tu dois juste entendre, ça fait mal. Mais c'est sans doute le but. Je regarde nos mains sur la table. Si tu l'épouses, je vais te perdre. Non. Mais notre relation devra changer. Elle ne tolérera pas les critiques constantes. Je devrais choisir entre être moi-même et être avec toi. Il me regarde droit dans les yeux. Et toi, tu devras choisir entre avoir raison et être en lien. La phrase tombe comme un bloc de béton. Avoir raison ou être relié. J'ai toujours choisi d'avoir raison. Et me voilà seule, dans ma cuisine, à pleurer devant un café froid. Je regarde mon fils. Les yeux de son père dans son visage, le même épuisement. La même anticipation, comme s'il attendait que je transforme encore tout cela en leçon. L'impulsion revient, le discours est prêt, mais je le retiens. Parce que mon fils me tient la main et me dit qu'il souffre. Je suis désolée, les mots sont étranges dans ma bouche. Je suis désolée de t'avoir fait te sentir comme un projet. Désolée d'avoir transformé chaque chose en combat. Désolée d'avoir privilégié l'engagement à ton enfance. Il pleure aussi. Je n'ai pas d'autre façon d'être. Il m'enlace un vrai câlin. Tu peux apprendre. J'ai 41 ans, alors tu as le temps. Je ne sais pas si je peux changer. Essaie juste d'être ma mère. On se rassoit. Le ciel devient orange. Je respire profondément. Parle-moi encore de Madison. Il sourit, hésitant. Je l'écoute, sans analyser, sans corriger. Et c'est difficile, mais son visage s'illumine. J'aimerais la rencontrer. Il n'y croit pas. J'essaierai d'être juste ta mère. Il me serre une dernière fois. Quand il part, je reste seule. Je regarde mon téléphone. Les indignations, les débats, les corrections. Je vois quelqu'un d'épuisant, je retourne le téléphone, je pleure. Je m'assois de nouveau à la table, comme par réflexe. Mon téléphone est déjà dans ma main. Je fais défiler mon fil d'actualité. Des causes, de l'indignation, des appels à l'action, des captures d'écran de propos absurdes que j'ai enregistrés pour mieux les démonter plus tard. Des analyses longues, des prises de position encore plus longues. Voilà pourquoi tu as tort. Voilà ce que tu ne comprends pas. Je regarde tout ça avec les yeux de mon fils. Et je vois quelqu'un d'épuisant. Quelqu'un qui alourdit chaque instant. Quelqu'un qui transforme toute chose en travail. Quelqu'un qui brandit ses principes comme des armes. Quelqu'un qui aime davantage les idées que les gens. Quelqu'un qui préfère gagner plutôt que se relier. Je pose le téléphone face visible, puis je le retourne comme s'il avait honte. La cuisine est silencieuse. Je laisse la sensation m'envahir. Le coût de toute cette vigilance. La solitude d'avoir toujours raison. Le vide que laisse l'isolement moral. Mon fils est à l'étage, heureux, parce qu'il a trouvé quelqu'un qui le rend léger. Quelqu'un qui ne lui demande pas de se défendre en permanence. Quelqu'un qui n'est rien comme moi. Et au lieu d'appeler ça un échec, au lieu d'y voir une trahison ou une régression, au lieu d'accuser le patriarcat et de passer à autre chose, je vois enfin le miroir que j'ai évité pendant des années. Je me suis tant concentrée sur le combat contre le système que j'ai oublié d'aimer les personnes juste devant moi. J'ai tellement voulu avoir raison que je suis devenue quelqu'un dont on s'échappe. Je ne sais pas comment réparer ça.
Je ne sais même pas si je le peux, mais me voilà seule, dans ma cuisine tapissée d'affiches militantes, entourée de slogans, pendant que mon fils appelle sa petite amie pour lui parler de sa mère difficile. Je pourrais commencer petit, admettre que je n'ai pas toutes les réponses, admettre que ma voix n'est pas la seule, admettre qu'avoir raison ne rend pas automatiquement heureux, admettre que je suis seule, que je le suis depuis longtemps. J'ai essayé de réparer le monde en oubliant ma famille. Je pose mon front sur la table, je pleure jusqu'à ce que mon corps se calme, jusqu'à ce qu'il ne reste rien à extraire. Demain, j'essaierai encore. Essayer d'être sa mère sans agenda, sans leçon, juste de l'amour, sans message caché. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais c'est mon seul enfant. Et il s'éloigne depuis des années déjà, pendant que j'étais trop occupée à avoir raison pour le voir. La maison est silencieuse maintenant. Juste moi et cette prise de conscience inconfortable. Tout ce que j'ai défendu, chaque valeur portée comme un étendard, chaque principe manié comme un marteau, m'a transformée en quelqu'un que mon propre fils fuit, quelqu'un que les hommes quittent, quelqu'un qui finit seul, pas parce que je suis forte, parce que je suis épuisante, pas parce que je suis intègre, parce que je suis rigide, pas parce que j'ai raison, parce que je suis devenue invivable et je ne sais pas comment être autrement, mais je vais essayer.